Depuis quelques jours, l'actualité politique du Bénin connaît un tournant majeur. Les forces armées ont décidé d'intervenir pour reprendre le contrôle du pays, estimant que la gestion du président Patrice Talon avait atteint un niveau d'absurdité insupportable. Cette situation n'est pas née du jour au lendemain. Depuis plusieurs années, les tensions s'étaient accumulées entre le pouvoir en place, l'opposition et les citoyens qui se sentaient abandonnés. Les signes avant-coureurs de cette rupture étaient bien visibles. Les opposants dénonçaient sans relâche les dérives autoritaires du régime, le manque de dialogue politique et la mauvaise gouvernance économique. Malgré ces nombreuses alertes, le président Patrice Talon n'a pas pris de véritables mesures pour apaiser la situation. Peu à peu, un sentiment de rejet a grandi, aussi bien au sein de la population que parmi certains membres de l'armée béninoise, jusqu'à aboutir à cette insurrection militaire qui a bouleversé le pays. Aujourd'hui, le constat est clair. Patrice Talon n'est plus le président de la République du Bénin. Le pouvoir est désormais entre les mains des militaires qui assurent vouloir rétablir l'ordre et redonner espoir au peuple. Cependant, cette prise de pouvoir suscite de nombreuses interrogations et inquiétudes. Car depuis quelques années, le continent africain a connu une recrudescence frappante de coups d'État. Au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en Guinée et plus récemment au Gabon. Cet enchaînement de renversements de régime interroge sur la stabilité politique de l'Afrique de l'Ouest et sur la nature réelle de ces mouvements militaires. Dans bien des cas, ces putschs se présentent comme des soulèvements patriotiques visant à libérer la nation d'un régime corrompu ou inefficace. Mais dans les faits, certains ont rapidement montré leurs limites, devenant à leur tour des régimes autoritaires ou des gouvernements provisoires sans vision claire pour le développement du pays. Le peuple, toujours plein d'espoir au moment du changement, finit souvent par retomber dans la désillusion. C'est pour cela qu'il faut accueillir ce qui se passe au Bénin avec prudence, sans euphorie excessive ni jugement hâtif. Regardons quelques exemples récents pour mieux comprendre la dynamique actuelle. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir en renversant le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ce dernier, arrivé lui-même au pouvoir à la suite d'un autre coup d'État, n'avait pas su répondre aux attentes du peuple, notamment en matière de sécurité face aux attaques terroristes. Son court passage, à peine 2 mois, a laissé un sentiment d'instabilité et d'impuissance. Ibrahim Traoré, de son côté, s'est présenté comme un patriote déterminé à redonner la souveraineté et la dignité à son pays. En Guinée, la situation fut similaire. Le colonel Mamadi Doumbouya, alors chef des forces spéciales, a renversé le président Alpha Condé, accusé d'avoir modifié la constitution pour se maintenir au pouvoir. Ce coup d'État avait été applaudi par une partie de la population épuisée par des années d'autoritarisme. Mais, là encore, la suite du processus de transition a soulevé des doutes et des frustrations, notamment en raison du ralentissement du calendrier électoral et du manque de transparence sur les réformes promises. Au Gabon, la chute d'Ali Bongo a aussi été saluée comme la fin d'une ère. Cependant, certains observateurs y ont vu un arrangement interne plutôt qu'une véritable révolution populaire, un coup d'État de palais, orchestré au sein même du système qui gouvernait déjà le pays. Ces différences entre coups d'État authentiques et construits de toutes pièces alimentent aujourd'hui la méfiance du public, y compris face à la situation actuelle du Bénin. Une remarque populaire, souvent répétée avec ironie mais aussi avec conviction, circule dans les débats africains. Ne faites jamais confiance à un président africain dont l'épouse est une Européenne. Cette idée, aussi simpliste soit-elle, reflète une inquiétude profonde autour de la question de l'indépendance des dirigeants africains. Beaucoup de citoyens y voient le symbole d'une élite déconnectée, influencée par l'Occident et éloignée des réalités du peuple. Certains dirigeants récemment renversés, comme Ali Bongo ou d'autres chefs d'État mariés à des ressortissantes étrangères, sont souvent cités en exemple pour illustrer cette méfiance. Au fond, cette phrase dit moins sur la vie privée de ces dirigeants que sur le sentiment d'un peuple fatigué de voir ses leaders entretenir des liens jugés trop proches avec les puissances extérieures. Au-delà de ces considérations politiques et symboliques, la crise béninoise met aussi en lumière un problème plus large, celui du développement et de la valorisation des compétences africaines. Beaucoup d'Africains brillants quittent leur pays pour chercher à être reconnus à l'étranger, faute d'opportunités locales. L'histoire d'un jeune Camerounais, génie de la neurochirurgie, illustre bien cette réalité. Après avoir étudié plus de 15 ans en Italie,
Il revient dans son pays natal avec l'espoir de servir sa nation. Mais le salaire qu'on lui propose, à peine 250 000 francs CFA par mois, ne représente rien face aux sacrifices consentis et à la valeur de son expertise. Déçu, il retourne en Europe, où il gagne des milliers d'euros pour chaque opération. Cette anecdote, malheureusement banale, traduit l'un des drames majeurs du continent, la fuite des cerveaux. Les talents africains ne manquent pas, mais les gouvernements échouent souvent à leur offrir les conditions nécessaires à leur épanouissement. Infrastructures inadéquates, corruption, clientélisme et manque de moyens freinent la créativité et l'innovation. Résultat, la jeunesse africaine, pourtant l'une des plus dynamiques au monde, se sent parfois étrangère sur sa propre terre. Le problème n'est donc pas l'absence de potentiel, mais le manque de vision. Les dirigeants successifs semblent ignorer que le développement durable d'un pays repose avant tout sur la confiance en ses propres enfants. Former, encourager et valoriser les jeunes talents devrait être la priorité absolue. Sans cela, les révoltes et les coups d'État continueront à se succéder, car la frustration sociale devient le terreau de l'instabilité politique. Beaucoup de ces insurrections militaires naissent d'ailleurs dans des contextes où les citoyens ne se sentent plus entendus. Lorsque les institutions civiles perdent toute crédibilité et que la corruption mine la société, l'armée se présente souvent comme l'ultime recours. Cependant, si les militaires ne changent pas la manière de gouverner, ils reproduisent les mêmes erreurs que les civils qu'ils ont remplacés. Le véritable enjeu, ce n'est pas de savoir qui dirige, mais comment on dirige. Le cas du Mali en est un parfait exemple. Après plusieurs transitions, le colonel Assimi Goïta incarne pour certains un symbole de résistance à l'influence étrangère. Mais pour d'autres, il représente simplement la continuité d'un cycle sans fin, des promesses de rupture qui finissent par se dissoudre dans la réelle politique. La véritable révolution africaine, affirment certains intellectuels, ne viendra pas des armes, mais de la transformation des mentalités. Revenons au Bénin. Les militaires affirment aujourd'hui contrôler totalement la situation. La famille de Patrice Talon, selon les premières informations, serait saine et sauve. Le pays reste dans l'incertitude, partagé entre la joie de voir un changement et la peur de retomber dans les mêmes travers que ses voisins. Pour beaucoup d'Africains, cette succession de coups de force traduit une recherche de renouveau. Les peuples réclament des dirigeants intègres, proches du terrain, capables de bâtir des économies indépendantes et de restaurer la dignité nationale. Mais pour que cet espoir se concrétise, il faudra plus que des mots, une véritable refondation des institutions et un changement profond de mentalité. Au fond, tous ces événements posent une question centrale. Pourquoi nos institutions restent-elles si fragiles ? Pourquoi, après plus de 60 ans d'indépendance, tant de pays africains demeurent vulnérables face aux crises politiques ? La réponse tient en grande partie à la manière dont les gouvernements gèrent le pouvoir. Trop souvent, la démocratie est réduite à un rituel électoral sans véritable participation citoyenne. Les citoyens votent, mais leurs voix ne sont pas toujours respectées. Les ressources naturelles, au lieu de profiter à la population, enrichissent une minorité. Dans ces conditions, la colère devient inévitable, et lorsque la rue ou l'armée s'en mêle, le pouvoir bascule. Pourtant, chaque nouvelle prise de pouvoir militaire devrait être une leçon, un moment de réflexion sur la gouvernance, la justice sociale et la responsabilité. La jeunesse africaine, connectée, informée et ambitieuse, joue un rôle essentiel dans cette mutation politique. Grâce aux réseaux sociaux, elle expose les abus, partage les réalités locales et crée des mouvements citoyens puissants. De Dakar à Cotonou, de Lomé à Ouagadougou, une nouvelle génération refuse la fatalité. Elle veut des dirigeants exemplaires, des systèmes éducatifs solides et des sociétés fondées sur le mérite. La diaspora africaine, quant à elle, représente une force immense. En combinant expérience internationale et attachement identitaire, elle peut contribuer à moderniser les économies africaines et à renforcer leur souveraineté. Mais pour qu'elles reviennent investir et enseigner, il faut que la confiance soit rétablie entre citoyens et institutions. La chute du président Patrice Talon, quelle que soit sa nature exacte, doit inviter à une réflexion collective. Si les militaires veulent mériter la confiance du peuple, ils devront prouver que leur action ne vise pas seulement à remplacer un homme par un autre, mais à instaurer un système plus juste et plus transparent. Le pouvoir, dans toute société, ne vaut que par le service qu'il rend à la nation.
Les Béninois, comme beaucoup d'Africains, espèrent que ce nouveau chapitre ne sera pas un retour en arrière, mais le point de départ d'une reconstruction. Car si chaque génération africaine répète les mêmes erreurs, alors les promesses d'indépendance resteront inachevées. C'est seulement lorsque les dirigeants comprendront que l'Afrique n'a pas besoin de sauveurs, mais de bâtisseurs, que la stabilité et le progrès pourront enfin s'enraciner durablement. Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi.